Les Bruins de Boston, un des plus grands mystères de la vie, hein, comme les pyramides d'Égypte ou le fait que le gaz monte à chaque fois qu'on a une fin de semaine de 3 jours. À Boston, on perd des joueurs importants qui s'en vont à la retraite, on repêche excessivement mal, et pourtant, année après année, on réussit à se maintenir au sommet du classement général et à batailler avec les meilleures formations de la Ligue. C'est comme si le karma s'appliquait pas à Boston. Ça donne bien parce que les mesures disciplinaires non plus, ça a l'air. Été relativement chargé à Boston cette année, on a dit au revoir à certains joueurs, on souhaite la bienvenue à d'autres nouveaux. Bon, tu vas me dire, c'est pas mal toujours ça qui se passe pendant la saison morte, et à ça, je te répondrais que... Ouais, tu marques un point, là. Reste qu'on a fait les choses en grand à Boston cet été. Tout d'abord, on s'est entendu avec l'attaquant Elias Lindholm sur un pacte de 7 ans à 7 750 000 par année. Et plusieurs trouvent ça trop cher. Moi, honnêtement, j'ai pas tant de problèmes avec ce contrat-là. Est-ce que j'aurais préféré 6 ans au lieu de 7? Oui, assurément. Mais si on se replace au début de la saison dernière, je m'attendais à ce que ça coûte encore plus cher que ça. D'ailleurs, Lindholm a probablement laissé de l'argent sur la table en décidant de tester sa valeur sur le marché des agents libres, alors que les Flames lui avaient apparemment offert une extension de contrat de 8 ans à un salaire annuel entre 8 et 9 millions de dollars par année. Bon, évidemment, ça, c'est en devise albertaine. Là. Le taux de change est vraiment de la merde, ça a l'air, quand vient le temps de signer à Calgary. Reste que Lindholm a 29 ans. Il a connu une saison particulièrement difficile l'année dernière entre Calgary et Vancouver, mais si on regarde ses 5 saisons précédentes avec les Flames, c'est un gars qui roule à un rythme d'environ 30 buts et 70 points sur une saison de 82 matchs. C'est un bon attaquant two-way, capable de tuer des pénalités, excellent dans le cercle des mises au jeu, il bloque des lancers. Bref, c'est le genre de joueur dont la valeur excède le nombre de points qu'il peut ramasser dans une saison. Et surtout, c'est le genre de joueur dont les Bruins avaient besoin depuis le départ de Krejci et Bergeron. Pavel Zacha et Charlie Coyle ont bien fait la saison dernière, mais justement, si Coyle et Zacha sont en mesure de donner des saisons de 60 points dans ce rôle-là, il n'y a aucun doute dans ma tête que Lindholm est capable d'en faire autant, sinon plus. L'autre raison pour laquelle le contrat de Lindholm ne me pose pas vraiment de problème, c'est que Brad Marchand écoule cette année, la dernière année de son contrat, à un salaire de 6 125 000 par année. Et à 36 ans, on commence à ressentir un ralentissement de son côté. C'est plus le joueur de 35 buts et 80-85 points que ça a déjà été. En fait, les 2 dernières saisons, c'était la première fois qu'il enregistrait une moyenne inférieure à 1 point par match depuis la saison 2015-2016. Je dis pas que les Bruins vont s'en débarrasser, d'après moi, Marchand devrait terminer sa carrière à Boston, mais son prochain contrat ne devrait pas monter en salaire, probablement même l'inverse. Et il sera assurément pas là pour les 7 ans du contrat d'Elias Lindholm. Donc pour toutes ces raisons-là, ça passe pour moi le contrat de Lindholm. Comme je disais, j'aurais préféré 6 ans au lieu de 7, mais l'année de plus ne m'empêchera pas de dormir. De toute façon, je suis pas un partisan des Bruins, fait que si ça vire mal, ben tant mieux. Cela dit, Lindholm n'a pas été la seule acquisition d'importance chez les Bruins cet été. On a aussi sorti le chéquier pour son ancien coéquipier chez les Flames et les Canucks, le défenseur format géant Nikita Zadorov. Un contrat de 6 ans à 5 millions par année. Et je dois avouer, même si ça me fait un mal fou de le faire, que j'adore le fit de Zadorov à Boston. Je trouve que ça vient vraiment cimenter et équilibrer la brigade défensive des Bruins, où on a maintenant 2 gros défenseurs à caractère purement défensif en Zadorov et Brandon Carlo, pour épauler Charlie McAvoy et Hampus Lindholm. L'année dernière, on avait tendance à jumeler Charlie McAvoy à Matt Grzelcyk, qui était loin d'être optimal. La paire a d'ailleurs terminé la saison avec un Corsi légèrement inférieur à 47%. Avec Zadorov à ses côtés, j'ai l'impression qu'on va être en mesure de recréer ce qui fonctionnait très bien à Calgary alors que Zadorov jouait avec Mackenzie Weegar, une paire dont le Corsi frôlait 65% à leur dernière saison complète ensemble. Et ça, c'est de très bon augure pour les Bruins qui font déjà partie des meilleures équipes de la Ligue défensivement et en désavantage numérique. Évidemment, ces 2 ajouts-là ne sont pas venus sans perte. Les Bruins ont notamment laissé aller les attaquants Jake DeBrusk et Denton Heinen, les 2 qui se sont joints aux Canucks de Vancouver comme agents libres. On a également dit au revoir à James Van Riemsdyk et Kevin Shattenkirk. Mais encore plus important que ça, les Bruins ont enfin décidé de briser leur tandem de gardiens en échangeant Linus Ullmark au Sénateur d'Ottawa en retour de l'attaquant Mark Kastelik, le gardien Jonas Korpisalo et un choix de première ronde en 2024 avec lesquels les Bruins ont sélectionné l'attaquant de 6 pieds 7 que certains convoitaient pour le Canadien, Dean Letourneau. On jasera de l'impact de l'arrivée d'Ullmark à Ottawa dans la capsule des Sénateurs. Pour le moment, concentrons-nous sur la partie Bruins de l'équation. Et mon verdict personnel, c'est oui,
C'était la chose à faire. Non seulement Swayman a prouvé qu'il était prêt pour assumer seul le poste de gardien partant de la formation, il revient de 2 saisons tout à fait exceptionnelles. Il a connu un parcours magnifique en série malgré l'élimination des Bruins aux mains des Panthers. Je pense qu'il y a très peu de gens qui doutent de ses capacités à devenir un gardien d'impact pour les Bruins, un peu comme Jake Oettinger l'a fait à Dallas ces dernières années. Mais surtout, Linus Ullmark écoule cette année la dernière année de son contrat avant de devenir agent libre sans restriction, et on n'aurait probablement pas retenu ses services à la fin de l'année. C'était donc le moment ou jamais pour capitaliser sur sa valeur marchande qui était potentiellement plus élevée à ce temps-ci de l'année que si les Bruins avaient attendu à la date limite des transactions. Et là, je le sais, il y en a qui vont dire « Ouais, mais les Bruins n'ont pas reçu grand-chose, puis en plus, ils ont été obligés de prendre le contrat de Korpisalo en échange. » Korpisalo, là, il a connu une saison désastreuse avec les Sens et c'est probablement pas un gardien partant régulier dans la Ligue nationale. Par contre, on l'a vu connaître du succès sur une courte période lors de son passage chez les Kings où il a maintenu une moyenne de 2,13 avec un pourcentage d'efficacité à 921. Comme équipe, les Bruins, ça ressemble quand même beaucoup plus aux Kings qu'aux Sénateurs. C'est 2 équipes très fiables défensivement qui sont en mesure de bien faire paraître leurs gardiens. Et avec la retenue de salaire d'1 million par année des Sens, Korpisalo vient à 3 millions de dollars par année sur la masse de l'équipe pour les 4 prochaines saisons. Je vais vous faire une prédiction. Korpisalo, d'après moi, va retrouver son aplomb à Boston. Il va enregistrer des statistiques similaires à celles qu'il y a eu à LA. Et les Bruins vont être en mesure de l'échanger pour un retour respectable avant la fin de son contrat. En fonction de tout ça, je dirais que les Bruins ne se sont pas simplement améliorés, c'est probablement la formation de la division Atlantique qui a fait le plus grand pas vers l'avant comparativement à l'année dernière. Est-ce que ce sera suffisant pour passer par-dessus les Panthers et encore mieux les battre en série? Ça reste à voir, mais sur papier, j'ai quand même tendance à leur donner des chances. Là-dessus, je suis curieux de vous entendre. Trouvez-vous que les Bruins se sont améliorés cette année? Faites-vous partie de ceux qui pensent que les contrats d'Elias Lindholm et Nikita Zadorov, c'est trop long et trop cher? Faites-moi connaître votre opinion dans les commentaires. Et pour ma part, je vous revois dans le prochain vidéo que tu vas décider d'écouter quand ça t'adonne. La chaîne Bonse en Arondelle, t'écoutes ça quand tu veux, celui que tu veux, c'est toi que ça regarde. OK, ciao!